Bonsoir Nicolas. Coucou Eve. Merci de m'accueillir dans ton lieu qui te ressemble, que je découvre ce soir. Merci de m'accueillir donc pour une nouvelle émission Les cheveux dans les yeux. Une émission dédiée aux coiffeurs, mais pas que, puisque le grand public pourra ainsi découvrir un petit peu notre monde et celui notamment de l'entrepreneuriat. Donc je vais commencer avec toi avec la seule question unique que je pose à tout le monde. C'est Nicolas, la coiffure, pourquoi? Pourquoi la coiffure? Je vais te raconter cette petite histoire qui m'a fait découvrir ce métier, qui m'a fait donner envie de découvrir ce métier. Moi j'étais en fin de parcours d'études littéraires, élève plutôt brillant, avec une promesse de carrière dans l'enseignement. Mais étant donné que j'avais cette quête de transmettre à des enfants avec une certaine pédagogie, à partir du moment où j'ai découvert ce qu'allait me proposer l'éducation nationale en termes de liberté, de support pédagogique, je me suis senti un petit peu triste et un petit peu prisonnier. Et du coup, j'ai remis en question un petit peu ce parcours qui m'attendait, professionnel. Et à ce moment-là, j'allais, quand j'avais du temps libre, passer faire un petit coucou à ma tante, la sœur de mon papa, qui avait un salon de coiffure et de soins dans ma petite province. Moi, je suis auvergnat de Clermont-Ferrand. Et j'allais lui faire un petit coucou dans son salon. Et on discutait, on buvait le café. Et je m'intéressais absolument pas à son métier ou à ce qu'elle faisait, ni à la mode, ni à l'esthétique, ni à la coiffure, ni aux cheveux. Je regardais pas forcément ce qu'elle faisait. Par contre, une fois, au lieu d'y passer 5 minutes ou 10 minutes le temps d'un café, eh bien, comme j'avais besoin de respirer, de me poser un petit peu, je me suis assis dans son salon et j'ai dû y rester 1 heure. Et pendant cette heure-là, j'ai vu la vie de ce salon de coiffure. Et le déclic que j'ai eu, ça a été de voir que cette personne était libre. Et la notion de liberté, pour moi, ça a toujours été un vecteur très très important. Qu'elle était libre, parce qu'elle était à son compte. Et qu'elle passait sa journée à donner le sourire aux gens. Et à leur faire du bien, sans être médecin. Et qu'en plus de ça, elle pouvait se permettre de ne pas être en posture de thérapeute ou en posture de médecin. C'est-à-dire qu'elle pouvait se permettre de ne pas être en distance. Okay. Dans le sens où elle avait des liens très forts avec les gens. J'entendais le tutoiement, j'entendais les prénoms des gens, et je voyais des embrassades aussi. Et je me suis dit, mince, cette personne, elle est libre, elle gagne sa vie, elle est dans son lieu à elle, et son métier, c'est de donner le sourire aux gens et de rencontrer des gens différents tous les jours pour se nourrir humainement, culturellement et socialement. Et c'est en ça que j'ai ressenti que c'était potentiellement le plus beau métier du monde que j'avais sous les yeux, alors qu'on n'en avait jamais parlé. D'accord. Voilà. Donc là, tu as quel âge à ce moment-là? Et là, à cette époque-là, j'ai une jeune vingtaine. D'accord. Une jeune vingtaine, et je décide de tout plaquer. Donc tu décides stopper je stoppe mes études. Tes études. J'arrête tout, Okay. Et je demande à ma tante qu'elle me forme au métier. D'accord. Et ma tante, qui malheureusement, comme beaucoup de coiffeurs, et surtout de cette époque, était conditionnée à n'accorder aucune valeur réelle à qui elle était, ce qu'elle faisait et la qualité de son savoir-faire et de son travail. Et du coup, à l'époque, elle m'a dit non, parce qu'elle m'a jugé bien trop brillant pour me rabaisser à ce métier. C'est incroyable. Moi étant jeune, élève, intellectuel, brillant, d'études générales, voilà, promis à une carrière bien considérée dans notre société, avec une sécurité de l'emploi, tout ça. Et seulement à l'époque, moi j'avais déjà une identité bien forte, un caractère bien affirmé, et il y a une partie de moi qui s'est dit, mince, elle me cache quelque chose, tu sais. Il faut que je creuse ce sujet. Parce que quand même, ce métier, il a l'air génial. Et du coup, je me suis renseigné sur ce métier, j'ai compris qu'il fallait au moins un diplôme. Donc tu t'es renseigné de ton côté? Ouais, de mon côté. Tout seul? Ouais, elle a refusé vraiment catégoriquement. Tu es allé voir sur Internet. Ah, sur Internet. Sur Internet, je suis allé voir comment on devient coiffeur, quel diplôme il faut avoir, quelles sont les conditions, entre l'école, entre l'apprentissage. Voilà, et puis en attendant,
Moi, j'avais la chance d'avoir une joyeuse bande de copains qui venaient chez moi presque tous les soirs. Parce que moi, en parallèle de mes études, j'avais la chance de travailler aussi. Donc, j'enseignais en parallèle. Je donnais des cours particuliers. Et puis, j'étais même serveur. De français, donc? De français ou de matière générale. Français et langue. À des étudiants ou à des jeunes, en parallèle. Et en parallèle de ça, en plus, moi j'étais serveur les week-ends dans un petit resto, un petit bouchon, et ce qui me permettait d'être un peu le seul de la bande à avoir un appartement, à être chez moi. Et du coup, tous les soirs, il y avait les copains qui venaient, ses copains et ses copines qui voulaient se faire tout beau avant de sortir. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à toucher du doigt ce métier. C'est-à-dire, alors la chance que j'avais, c'est que c'était pas des clients, c'était pas juste des cobayes ou des modèles, c'était mes amis, des gens que j'aimais profondément, des gens avec qui à qui j'avais envie de faire du bien, et qui se sentent bien pour sortir, prendre confiance en eux. Et du coup, j'ai commencé par m'entraîner sur juste des coiffures. Oui, voilà, des attaches, des brochings, voilà. Donc j'ai commencé. Mais t'avais regardé des tutos? Non, rien du tout comme ça, non, comme juste ça, comme ça, pour le plaisir. Il n'y avait pas d'engagement, elle n'attendait pas un résultat. Et ta tante t'avais toujours rien montré? Du tout, c'était ouais. C'était plus le sujet. Comme on travaillerait petite sur des poupées Barbie, toi tu l'as fait plus tard, et sur des amis. Ouais, exactement. Et alors du coup, qu'est-ce qui... par quel biais tu rentres ensuite en formation? Comment tu arrives à ton objectif qui est d'être orienté en coiffure? Comment tu fais? À force de m'entraîner sur des amis, parce que du coup je me suis entraîné d'abord par de la coiffure, des coiffages. Ouais. Et puis ensuite, il y a une amie qui était plus détendue du cheveu que les autres qui m'a dit « Ouais, mais tu pourrais pas essayer de me les couper un petit peu ?» Et puis j'ai commencé ma première coupe comme ça, à la maison. Et puis une deuxième et une troisième. Et en fait, il s'est passé que ça a déclenché quelque chose de très puissant. C'est-à-dire que même c'était des copains, des amis, ça a connecté encore plus fort avec ces gens parce que j'allais au cœur de quelque chose qui s'appelait l'identité des gens. Et j'en avais pas du tout notion à l'époque, mais j'allais vraiment au cœur d'un émotionnel très très particulier et qui m'a permis de créer des liens encore plus puissants avec ces amis-là. Et j'ai compris que je touchais du doigt quelque chose d'extrêmement fort. Ah, je vais te le dire tout de suite parce que j'ai la chair de poule dans tout ce que tu dis, parce que j'ai commencé pareil que toi, en coiffant les mères de mes amis qui parfois me laissaient leur chevelure et je me disais « Waouh, attends là, je peux tout louper » parce que quand t'es sympa, on te laisse faire, mais toi, tu te rends vite compte que wow, tu sais pas trop où tu vas en réalité, et que les gens te laissent leur cœur avec tout ce qu'il y a dedans, et qu'ils te font une confiance que tu n'avais pas forcément imaginée. Et donc je pense qu'on a une synchronicité là, c'est de capter que dans ce moment-là, il se passe un laisser aller, un lâcher prise, je sais pas comment dire, qui donne envie d'aller là, tout le temps là, et toujours là. Enfin, c'est là où je pense que j'ai dû apprendre à ressentir ce que c'était que quelqu'un qui te fait confiance. Voilà. Être au cœur de l'intime, pour le coup. Et donc, je vais continuer de te demander comment, après, tu trouves, comment tu structures. Est-ce que tu structures d'ailleurs? Non, je structure pas du tout. Tu continues de coiffer comme ça? Tu vas jamais à l'école? Je fais ça plusieurs semaines et des mois durant. D'accord. Parce que je suis encore dans mon parcours. Hein, ah oui, d'accord, Ah oui, comme ta tante, elle t'a dit non? Ouais, en attendant, je poursuis mes études. Et en parallèle, je découvre, je ressens, j'explore, j'essaye, voilà. Et puis... et tout ça sans jamais retourner chez ta tante. Donc... Non, j'allais lui faire des coucous, hein, mais... Et tu lui dis pas non, pas du tout. Tu lui dis pas, ok. Toi, elle t'a remisé à ton... Elle m'a dit non, et moi, je cultive ma curiosité. D'accord, ok. Et je comprends pas le non, en fait. Je comprends pas, parce que moi, je vois une femme heureuse, épanouie, libre et puissante, et du coup, je comprends pas le non, et voilà, donc je veux explorer. Pourquoi ce non? Et je veux le vivre. En fait, c'est comme si tu avais vu la plante dans son salon, et que toi, tu te sois dit qu'il y avait une graine, en fait, qu'elle a continué de pousser en toi. Complètement. Et du coup, complètement. Tu te convaincs, t'es convaincu que c'est ta voix, quoi. Je suis pas convaincu, je ressens un truc très puissant. Ok. Je ressens que mince, je réalise qu'en fait, ma passion, c'est pas d'être prof. Ma passion, c'est de me sentir utile et de faire du bien aux gens, sans être médecin. C'est important parce que j'ai pas du tout la vocation, j'ai jamais eu la vocation d'être médecin.
L'aspect très scientifique m'a toujours effrayé. D'accord. Et puis l'aspect santé pur, j'entends opération, chirurgie, problèmes de santé lourds, tout ça, ça m'effrayait, donc c'était pas un sujet. Ok, parce qu'on est d'accord que quand tu es enseignant en matière littéraire, Oui. tu peux aussi faire du bien. Tu Complètement. peux aussi, tu peux aider les gens dans leur Complètement savoir. Qu'est-ce que simplement. c'est la différence? La différence réelle, c'est que la carrière qu'on me promettait, j'allais être au sein d'un gros outil qui s'appelle l'éducation nationale, Ok. avec un cadre et des D'accord. programmes qu'on allait m'imposer. C'est pas ça qui te rebutait? C'est ça qui m'a rebuté dans mes études. Ah oui, ok, Ce qui m'a rebuté, c'est le manque de liberté des supports pédagogiques, ok. de Parce qu'il transmission. manquait aussi de la créativité Très certainement, par bien sûr. rapport au monde de la coiffure. Oui, complètement. Et surtout que, puisque je ne suis pas allé jusque-là dans mon parcours scolaire, pendant mes études, notamment à la fac, moi j'étais assistant. Donc j'ai touché du bout du doigt la liberté de transmission et d'enseignement, puisque j'intervenais dans des collèges notamment pour faire découvrir notamment, alors moi j'avais un parcours en italien, Ok, donc j'étais en fac d'italien, et donc je venais créer des clubs découvertes de la langue et de la culture dans des collèges. Et ce qui fait que j'avais un job d'assistant, j'étais pas prof, donc je donnais pas de notes, donc ni de mauvaises ni de bonnes. J'offrais des appréciations d'engagement, et puis je faisais découvrir un support, notamment la langue italienne, mais à travers plein de choses, organisation de voyages sur place, la culture, l'histoire, la musique, mais du la coup, langue. comment tu arrives Et à la ça- coiffure après? Comment Eh bien, en fait, j'ai suivi un parcours presque classique. Je suis allé faire mon apprentissage. parce que du coup, c'est plus classique là où tu commences, à l'âge auquel tu commences. Oui, c'était déjà plus classique. Donc, comment tu trouves ton salon? Comment Alors, tu... le premier salon que j'ai trouvé, ça a été assez simple. On est dans quelle ville là? Rappelle-nous, quand tu es jeune comme On est ça. à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, Ouais. ok. Ça a été assez simple parce que lorsque je me suis intéressé du coup à ce support de la coiffure, et que je me suis apprêté à essayer de couper les cheveux, Ouais. j'ai réalisé que j'avais des traumatismes d'enfant D'accord. qui étaient liés à tout ce qui était blessant et tranchant. Donc tout ce qui était lame, Ok. ciseaux, couteaux, rasoir m'était inapprochable. Ah, c'est dingue. Et du coup, j'ai cherché absolument à trouver un instrument qui allait me permettre de découvrir ce que c'est que de couper les cheveux Mhm. sans me confronter à mes traumatismes Ok. que j'avais encore à l'époque. Et du coup, le seul instrument qui allait me permettre d'accéder à ça, c'était la tondeuse. Très bien. Et du coup, j'ai expérimenté mes premières coupes à la tondeuse. Mais à l'école, on est... Non, chez moi, là, j'étais Chez toi, toujours pendant chez que je toi. m'entraînais avec mes Mais amis. c'est fou tout le matériel que tu as en étant un simple particulier. Enfin, moi, je trouve que c'est dingue. J'ai acheté d'occasion, j'ai essayé, enfin, Ouais, je sais ok. pas, je me suis débrouillé, quoi. D'accord. J'ai eu la chance d'être confronté à beaucoup d'indépendance très jeune. J'ai dû m'en sortir très jeune. Ok. J'ai dû, voilà, enfin, Remarque, j'ai dû tu es un débrouiller. homme. Tu es un homme, donc la tondeuse, pour toi, ça doit être dans un univers d'homme, ça doit être plus facile Non. de penser à la tondeuse. Pas du tout, pas du Non. tout. Non, D'accord. simplement que j'ai cherché les instruments possibles de coupe Ok. et j'ai compris que c'était le seul instrument avec lequel je ne pouvais ni me blesser ni blesser qui que ce soit. C'est très C'était intéressant. juste ça mon support. Ok, Je ne ok. pensais à rien d'autre que d'avoir peur de faire du mal aux gens ou peur de me faire du mal à moi. D'accord. Et bon, je pense que voilà, c'était des traumatismes d'enfance. J'étais contre la moindre projection de violence, quelle qu'elle soit, Ok. ou de blessure, quelle qu'elle soit physique, psychique ou émotionnelle. Et je pense que c'était le seul instrument qui m'était accessible. Et du coup, ça, tu le trouves chez un maître d'apprentissage ou Non, pas du tout. Alors j'ai découvert ces instruments parce que j'allais voir ma tante régulièrement et que je voyais ses instruments de travail. Toi, tu voyais des ciseaux. Je voyais tout, elle avait tout. Ok. Elle avait tout, Mhm. elle se servait de tous les instruments. Sauf que j'avais bien compris que c'était le seul avec lequel on ne pouvait couper que des poils ou des cheveux. Ok. Et de là, quand j'ai cherché donc à faire un apprentissage, eh bien, je me suis présenté dans des salons. Alors déjà, j'étais plus âgé, donc Oui, je coûtais déjà, bien tu trop coûtais cher. cher. Je coûtais trop Oui. cher, du coup, c'était très compliqué. Mais à l'époque, je pense que je séduisais aussi par peut-être une certaine maturité que j'avais, puisque je n'avais ni 14 ans ni 16 ans, et que j'avais eu accès sans doute
à des études littéraires qui tu me avais un niveau permettaient... d'études qui changeait de ce qu'on voit sur le terrain Exactement. habituellement. Et ce qui me permettait aussi, je pense, à des patrons potentiels de projeter en moi quelqu'un de pas timide, qui allait pouvoir engager des conversations avec des clients potentiels. Exactement. Et je pense qu'en soi, ça pouvait être aussi déclencheur d'envie pour m'embaucher en tant qu'apprenti. Mais il se trouve que cet instrument, pour moi, était bloquant, puisque la plupart des salons... Donc tu disais en te présentant, Bien sûr, par contre, je veux pas toucher à des que je ciseaux. ne peux pas toucher à des ciseaux. Je Ah, ne ça, peux c'est pas. pas commun. Hein. Je ne peux pas. Et du coup, à l'époque, le seul salon qui travaillait exclusivement à la Ah, tondeuse, ouais. c'était une franchise. Ouais, je sais. J'ai pas forcément envie de la citer, Non, on va pas la citer. peu importe. Mais ça a été Mais mon, ça a mon été apprentissage. ton salut, en tout cas, tu as pu rentrer Alors dans voilà, ce... j'ai beau aujourd'hui remettre en question fondamentalement tout le modèle économique et tout le modèle de travail et de conditions de travail de la franchise, je dois être très reconnaissant parce que c'est grâce à un salon franchisé que j'ai pu m'engager dans ce métier pour la première fois en tant qu'apprenti. Ok, c'est très intéressant. Et en tout cas, donc une fois que tu as été embauché, t'as pas eu de doute. Tu étais au bon endroit, ça t'a convaincu, le salon dans lequel tu es rentré en apprentissage? Ça m'a pas du tout convaincu. Non, pas du tout. Parce que là, tu avais laissé tomber tes études littéraires. Ouais. Donc c'est un peu embêtant si ça ne fonctionne pas après dans la voie... Je me posais pas toutes ces questions parce que j'ai appris à travailler et gagner ma vie extrêmement jeune. J'ai été indépendant très très jeune et pour moi la valeur travail, elle dépendait pas d'un support. Elle dépendait de mes bras, mon cœur, mon cerveau et voilà. Donc je me posais pas la question d'un métier dans lequel j'allais m'engager sur toute ma vie, toute une vie. Je pensais juste à avoir envie de me lever le matin pour non pas pour travailler mais pour gagner ma vie en vivant. Ok. Et donc qu'est-ce qui si, je comprends, c'est-à-dire tu voulais pas gagner ta vie en travaillant, tu voulais gagner ta vie en vivant quelque chose. Ouais, complètement. Et du coup, bon, moi je comprends que c'est pas dans ce genre de salon qu'on trouve l'humain qui t'habite, quoique c'est pas là où moi je l'ai trouvé en tout cas. On peut le trouver partout hein, en réalité. Complètement. Mais du coup, comment est-ce que tu fais parce que si c'est pas là, comment ça se passe la suite? Eh ben, ça se passe que alors dans ce salon, j'ai rien appris. D'accord. Tu as passé combien de temps? J'ai dû y passer le temps de mon apprentissage, 2 ans. 2 ans? Ouais, 2 Donc ans. tu as quand même ton CAP à la fin des 2 ans? Oui. Ok, j'ai passé donc mon CAP. tu peux aller ensuite travailler, demander ailleurs? Exactement, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. D'accord. Parce que pendant ces 2 ans d'apprentissage, je n'ai fait que des shampoings. Et nettoyer des peignoirs et des serviettes. D'accord. Et dire bonjour aux clients. Et on ne m'a accordé que ça. Alors... Là, ça doit être la déception quand même entre ta tante enfin, entre ce que tu as vu et ce que tu fais sur le terrain et ce que tu faisais chez tes amis, enfin avec tes amis chez toi. Ouais. Il doit y avoir une déception quand même de ne faire que ça quand on arrive dans un salon. Je me sentais très triste et je me sentais très seul. J'éprouvais pas le sentiment de déception parce que j'avais pas de comparaison, c'était un autre monde, le monde du petit salon de ma tante et le monde de ce grand salon franchisé avec plein de salariés, plein de clients. C'était un autre monde, pour moi c'était presque un autre métier en fait, et c'était profondément un autre métier, une autre façon d'apprendre notre métier. Donc du coup, à la fin, tu as ton CAP et tu décides que tu renonces pas. Alors pas du tout, parce que avant même d'avoir mon CAP, il s'est passé une rencontre extraordinaire qui a changé toute ma vie et qui a fait que je suis là aujourd'hui à Paris et qu'on se rencontre. C'est parce que la personne qui tenait ce salon franchisé avait pour obligation d'envoyer ses apprentis dans un centre d'entraînement. Le terme était en anglais, mais c'était un centre d'entraînement qui était à Paris. Okay. Et il se trouve que j'ai été envoyé sur un format de 2 jours, je crois, à Paris pour un éveil à la méthodologie de cette enseigne-là. Okay. Mais il se trouve que, après de mémoire 15 minutes de début d'enseignement et de cours, je me suis fait remercier du cours par l'enseignant en question parce que je posais trop de questions. Étant donné que moi je ne voulais pas apprendre par cœur, je voulais comprendre et ressentir.
Et du coup, j'ai perturbé le cours extrêmement vite, Okay. ce qui fait que j'ai été mis de côté très peu de temps après le début du cours, dans une salle. Il se trouve que dans cette salle, il y avait plein de modèles qui attendaient de recevoir des couples de jeunes apprentis. Okay. Mais je pense que j'ai tellement dérouté la personne qu'elle m'a mis dans cet espace pour me punir et pour me faire attendre la fin du cours. Il se trouve que dans cet espace, il y avait toutes ces demoiselles qui attendaient une coupe de cheveux et que, ne sachant pas ce que je faisais là et pourquoi j'avais fait quelque chose de mal parce que j'avais juste posé des questions, eh bien j'ai demandé à ces demoiselles ce qu'elles faisaient et donc elles m'ont expliqué qu'elles attendaient un moment, elles attendaient d'avoir une coupe de cheveux avec les apprentis. Et de là, je dis, ah bah tiens, ça tombe bien, moi je suis apprenti et je veux bien vous couper les cheveux. Et du coup, elles m'ont dit oui. Et du coup, j'ai commencé à couper les cheveux. Pendant tout ce temps, il s'est passé presque plus d'une heure. Personne te voit? Pour l'instant, non. Je suis dans cette salle avec ces modèles. Et du coup, je coupe des cheveux. Et je discute avec ces demoiselles. Et je commence à faire une coupe et puis une deuxième. Et à ce moment-là, il y a une dame qui rentre, qui fait partie du centre d'entraînement et qui me dit mais qui es-tu, qu'est-ce que tu fais là? Oui. Et je lui explique la situation, que apparemment je convenais pas dans mon comportement à ce qu'on attendait de moi en tant qu'apprenti pendant la formation théorique et que du coup je m'occupe et que ces demoiselles attendaient une coupe, alors du coup je fais mon travail d'apprenti, je coupe des cheveux. Et elle regarde elle regarde mon travail et elle me dit mais ça n'est pas la méthode de cette enseigne. Je lui dis bah non, j'ai jamais appris. Elle me dit mais c'est quoi ça alors? C'est quelle enseigne? Qui était appris ça? Je dis bah ça c'est du Nicolas. Et de là je l'ai sentie très curieuse, très touchée. Et elle me dit mais d'où viens-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit on peut discuter un petit peu. Alors elle me prend à part et elle me demande mon parcours et elle me demande mes rêves. Et je lui dis, bah, écoute, moi, mon rêve c'est de venir à Paris un jour, parce que je suis aussi un artiste en parallèle de cet apprentissage et que je me rêve dans les rues de Montmartre, sur les rues pavées, avec mon scooter, à écrire des pièces de théâtre, et qu'en même temps, je me rêve de rencontrer des gens différents tous les jours, de toutes les cultures, de toutes les couleurs, de toutes les religions, de tous les âges, et j'ai besoin de vivre ça un jour, et mon rêve, c'est de venir à Paris, et d'être coiffeur à Paris. Elle te propose de monter Elle à me Paris? propose rien du tout, elle me dit, écoute, c'est intéressant ce que tu me racontes là, est-ce que je peux prendre ton numéro de téléphone, et peut-être qu'on se rencontrera un jour à Paris, si jamais l'avenir te fait venir. Et je lui dis, ok, alors je lui laisse mes coordonnées, sans rien attendre, puisqu'elle me propose rien, et il se passe que je rentre dans mon Auvergne, je rentre à Clermont-Ferrand, et que quelques jours après, un monsieur m'appelle en me disant voilà bonjour monsieur, là je me présente, je viens d'ouvrir mon salon à Paris, on m'a parlé de vous, on m'a dit que vous étiez quelqu'un de particulier, je viens d'ouvrir ce salon, j'ai envie de construire une équipe, est-ce que vous seriez d'accord pour faire un essai? Et donc toi tu montes, c'est comme ça que tu arrives à Paris. Exactement. Okay. Et moi je lui dis, écoute, il me dit mais j'ai besoin de quelqu'un maintenant. Est-ce que vous êtes libre? Je venais juste d'avoir mon CAP. Ouais. Je lui dis écoutez, moi je vis en province, j'ai besoin de tout plaquer. Enfin je lui dis quand il m'appelle, je me suis dit mince, c'est un canular, c'est une blague. Parce qu'il me dit même pas, il me parle même pas du lien qu'il y a eu. Donc je me souviens même pas de tout ça. Et comme je n'y crois pas, je lui dis ok super, vous m'envoyez un CDI par fax et j'arrive. Ok. Et il t'a envoyé un CDI? Et il m'envoie un CDI par fax le lendemain. Donc moi j'ai radicalement changé de vie en 2 jours. C'est génial. En 2 jours. Il m'appelle le jeudi, grâce le vendredi coiffure, je pose ma dème. En fait. Voilà, le samedi je prépare mes valises et je monte à Paris. Okay. Et j'attaque ma nouvelle vie à Paris le mardi matin 9h. Ok. Alors pour être plus, comment dire, pour aller carrément plus loin, je vais te demander comment on passe de ce moment-là à Paris à ici aujourd'hui où je suis, où tu es donc à ton compte, avec un concept complètement qui chamboule tous les codes de la coiffure, hein, bien loin du salon franchisé dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a mis un peu plus sur la voie sur laquelle tu étais déjà parti tout seul, ou est-ce qu'en allant d'un salon à un autre, tu t'es fait, toi, tes armes, et ensuite tu t'es dit, moi, ça me plaît, je vais prendre là et là, mais j'ouvrirai un jour mon salon. Comment le Nicolas de ce moment-là,
on arrive au Nicolas d'aujourd'hui, dans son espace, avec un concept tout à fait particulier, que tu vas d'ailleurs nous expliquer, parce que moi j'y tiens, parce que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que tu as un profil vraiment atypique, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et donc, je veux vraiment que tu nous racontes comment on passe de la littérature à être dans son espace en passant par quelqu'un qui te propose de monter à Paris. Comment est-ce qu'on réalise ça? Alors, ça a été une succession de toutes les expériences que j'ai eues déjà en tant que salarié. D'accord. J'ai été salarié dans 2 entreprises différentes, principales. La première, c'était donc ce premier salon à Paris, qui était aussi une franchise. D'accord. Puisqu'il acceptait mon outil de travail. D'accord. Oui, de toute façon, tu t'es un peu fait repérer dans l'école. Bien sûr. C'est un peu logique. Bien sûr. Comment est-ce que tu switches? Je switch parce que mes conditions de travail me rendent très malheureux. Encore dans ce salon-là. Oui, parce que je suis travailleur à la chaîne. Okay. Parce que j'ai une demi-heure pour rencontrer des gens, prendre soin d'eux. C'est pour ça que moi, je veux que tu nous expliques comment tu arrives à... Et il se trouve que ce patron a très vite compris que je n'allais pas rentrer dans le moule. T'allais pas adhérer à... Il a compris que j'en étais mais presque physiquement incapable, parce que moi, avant de passer la dame au shampoing, j'avais besoin de prendre la température émotionnelle. J'ai besoin de savoir en quoi je peux être utile pour cette personne. Et j'avais besoin de ce temps-là, ce temps de rencontre, ce petit temps de rencontre de qu'est-ce que je peux faire de bien pour toi. Et ce temps-là n'était pas prévu dans le modèle économique. Et le temps, ce qui fait que ce patron, très très vite, a voulu me virer. Mais il se trouve que la chance que j'ai eue, c'est que une des personnes qui travaillait dans ce salon, qui était la responsable, a eu un coup de cœur pour moi. Et du coup, a tout fait pour persuader ce patron de ne pas me virer. Okay. Et il se trouve qu'il a tenu bon, parce que je partais de zéro. Il a tenu bon, pourquoi? Parce que, comme j'étais le petit nouveau de la bande, et tous les salariés avaient déjà leur clientèle, moi je partais de zéro, et du coup tout le monde me refilait les clients dont personne ne veut, les cas les plus difficiles, les personnes les plus difficiles à gérer psychologiquement, les cheveux les plus difficiles, les plus épais, les plus fins. Tout ce dont les autres ne veulent pas parce que c'était pas rentable, ou parce que trop pénible à gérer, parce que par temps pas envie, parce que chiant, estimés comme des personnes pénibles. Et du coup, moi j'avais ces personnes-là, alors elles prenaient plus de temps, et du coup ce temps-là, moi j'avais envie de leur donner, donc c'était parfait. Il se trouve que du coup, les gens ne venaient pas pour le nom, la franchise ou la méthode, ils venaient pour quelqu'un qui allait prendre ce temps au sein de cette identité-là. Et il s'est trouvé que je suis malgré moi devenu spécialisé dans les cas compliqués, qu'ils soient psychologiques ou physiques, capillaires ou autres. Et en fait, la plupart de ces gens-là, ils ont tellement peu d'endroits dans lesquels ils sont bien reçus, dans lesquels ils sont bien accompagnés, qu'il y a eu un bouche à oreille qui a explosé. Énorme, C'est-à-dire qu'en très peu de temps, et je crois qu'en 1 an, j'étais complet du matin au soir, en partant de zéro. Et en 2 ans, c'était un salon sans rendez-vous, il y avait la queue devant le salon de coiffure tous les matins avant l'ouverture. Mais du coup, tu mettais combien de temps pour... Au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Ce qui n'est pas du tout la norme dans ce genre de salon. C'est 30 minutes. Ok, donc ça, on t'a laissé faire parce que tu avais du monde. Parce que j'étais complet tout le temps, et parce que je faisais rayonner une image de marque d'un salon qui aussi venait s'occuper de ces gens-là, et aussi parce que j'étais tellement dans le conseil bienveillant, dans l'écoute bienveillante, que malgré moi, je générais des ventes explosives. Ah, c'est génial. Parce que là où les autres coiffeurs avaient des objectifs de vente, des pourcentages d'objectifs, tout ça, moi je cherchais pas à vendre. Tu développais ton chiffre d'affaires sans le faire exprès. Sans le faire exprès. Juste en conseillant. Exactement. Et il n'y a personne qui est venu remarquer ce que tu faisais? Eh bien, il y a une personne qui a remarqué ce que je faisais parce que, alors que j'étais relativement mal considéré à ce moment-là, puisque je gagnais que un SMIC malgré le chiffre d'affaires que je faisais, et je faisais beaucoup d'heures. Est-ce que tu as un montant à donner en termes de chiffre d'affaires? En termes de chiffre d'affaires, à l'époque, je sais que je dépassais les 10 000 € par mois. Avec des petits tarifs, donc, avec des tarifs avec des prix d'appel à 40 € franchisés. Ce qui est énorme, donc. Je me rends pas compte, mais c'est beaucoup. J'ai réalisé plus tard que c'était conséquent. Et alors, comment est-ce que, du coup, comment est-ce que tu te dis,
je vais ouvrir mon espace. Je me suis rien dit du tout. Tu te dis rien. Ça a Est-ce été que une c'est encore conséquence. une autre rencontre? C'est uniquement des rencontres. Je vais essayer d'être très court parce que Parce qu'après, j'ai plein d'autres et ouais, questions c'est à pour ça, te en fait, poser. pour que tu comprennes où j'en suis là, il faut Ouais. juste les petites étapes. Et C'est que vas-y. je me suis fait remarquer par un autre salon malgré moi, pendant Ok. que j'étais dans celui-là. D'accord. Parce qu'en fait, comme j'étais devenu malgré moi spécialiste du temps et de la prise en charge de problématiques, eh bien j'ai malgré moi vidé un autre salon de coiffure qui était un salon très haut de gamme, D'accord. vidé la clientèle de quelqu'un. Et du coup, ça s'en est venu aux oreilles de la direction qui a voulu savoir D'accord. qui était en train de vider de son salon pour aller où et vers qui. Et du coup, j'ai été contacté par cette personne qui m'a fait faire un essai. Donc, c'était Ok. un salon très haut de gamme dans Paris, où là, on allait m'accorder 1 heure de rendez-vous, où là, le salaire était doublé, D'accord. avec les mêmes mains, enfin la même chose. Où là, en plus de ça, alors, j'ai découvert un monde duquel j'étais sensible, c'était le monde du cinéma, du théâtre. D'accord. Donc c'était cette clientèle-là. C'était D'accord. une clientèle de cinéma et de théâtre. Et du coup, je me suis senti surhonoré. Ok. Surhonoré, moi qui venais de petite province à coiffer des gens qui m'avaient fait rêver sur le petit écran et le grand écran et sur scène. Il s'est passé que donc, cette personne m'a permis ça, m'a permis ce travail-là. Mais il se trouve que cette personne-là, je lui ai malgré moi fait de l'ombre aussi. D'accord. Parce que j'avais mon identité de travail qui était plus forte que j'imposais malgré moi à l'identité de ce lieu. Ok. Mon rapport à la clientèle était différent, j'étais beaucoup plus dans l'intimité, beaucoup plus dans le cœur, beaucoup moins dans l'image, Ok. parce que c'était une image très haut de gamme et moi je ne savais pas faire ça. D'accord. Ce qui fait C'est que compliqué hein, d'être, Très de compliqué. coller à l'image tout ça pour d'un te dire salon. que je rentrais pas dans les cases, dans aucune Ok. case. Du C'est- coup, tu crées ta case? Du coup, oui, malgré moi, parce Ok. que donc je quitte ce salon, je me fais remarquer ensuite par un salon encore plus haut de gamme, dans un salon appartement dans Paris, où là les prix étaient pas enfin, pour te dire, hein, mon premier salon, la coupe était à 40, Ok. le deuxième, la coupe était à 150, et le dernier, la coupe était à 500 D'accord. euros. Pour te dire à quel point c'était déroutant, même en termes d'argent, j'étais Oui, complètement ça dérouté. t'a permis de voir Tous les ce milieux de qu'il la était coiffure. possible Ce qu'il était de possible. gagner comme argent aussi, parce que finalement, t'es plus du tout au même salaire, Alors, j'étais plus du tout au même salaire non plus, on est bien d'accord. D'accord. J'ai aussi compris que avec les mêmes mains, les Là, mêmes outils. les mêmes outils, le même temps, le même Mais tu cœur, changes la même de client, attention. Je change de clientèle. Ouais. Oui et non, parce que j'ai une chance dingue qui a fait que je suis là aujourd'hui. C'est que la plupart des clients qui m'ont rencontré dans ce salon à 40 € la coupe m'ont suivi dans les autres structures dans lesquelles j'ai travaillé. Eh bien, ça veut dire que quand J'ai eu on beaucoup de a chance. envie d'être coiffé par quelqu'un, on est prêt à faire des économies pour être coiffé par cette Très personne. certainement. Très Moi, certainement. je suis pense que intimement le budget, il est persuadée. émotionnel. Ouais. Il est émotionnel avant tout. Ok, d'accord. Et donc j'ai eu cette chance-là. Et voilà, tout ça pour te dire que quel que soit le coût, quel que soit ce que je gagnais, quelle que soit la reconnaissance dont je jouissais, parce que ça pouvait être vraiment une belle marque de reconnaissance, d'être dans un salon haut de gamme, avec une très belle image. Oui, ça peut suffire, hein, d'ailleurs. Ça peut nourrir ta fierté, tu peux, ton y besoin de rester toute reconnaissance. une Tu peux, vie. exactement. Et ben pour le coup, j'en étais pas moins malheureux. Pourquoi? Parce que le rapport humain était différent. D'accord. Alors, on travaillait avec plus de temps, mais on nous demandait d'être tellement moins sincère avec les gens. C'est vrai. Exactement. On était sur un rapport d'image qui était... Par exemple, concrètement, Alors qu'est-ce qu'on concrètement, te demandait qui te froissait toi en termes de manque d'honnêteté ou de... Je sais pas De comment, spontanéité ou spontanéité. de cœur. Et moi, Alors, je vois un petit peu ce que tu veux un dire. exemple tout Mais- simple, avant l'arrivée de chaque cliente dans ces salons très haut de gamme, on avait un briefing d'une vingtaine de minutes où il fallait qu'on sache qui était cette personne. Et quand je dis qui, c'est pas quelles sont ses valeurs humaines, c'est qu'est-ce qu'elle représentait, quelle était son entreprise, quel était son taux de réussite, ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas, ce qu'il fallait lui faire comme compliment.
Comme dans les hôtels, un peu dans Très, les palaces. très certainement, ce n'est pas mon univers, je le connais pas du tout, mais je peux te dire ce que j'ai vécu moi. En conciergerie un peu, hein. Si tu le dis, je sais pour pas. accueillir bien le client, très certainement, savoir bien ce sûr. qu'il aime comme produit de beauté dans sa... On en était à ce point où D'accord. on demandait, on avait des compliments tout prêts à l'emploi. Mais comment tu trouves ça sur Internet? Profondément humain. Comment tu trouves les renseignements sur ces personnes-là? C'était la direction qui m'imposait ça. Alors, ces personnes-là, souvent, avaient un assistant qui contactait le salon et qui briefait. Ah, ça c'est intéressant. Et ensuite, la direction briefait les salariés, dont moi, pour qu'on puisse ça veut dire que le coiffeur parfait. C'est fait en toute connaissance de cause tout le monde sait tout, bien sûr. Les personnes proches des clients qui viennent se faire coiffer. C'est-à-dire qu'il y a un assistant qui vous a téléphoné. Qui brief pour que cette personne, elle puisse vivre l'expérience qu'elle décide d'avoir, le rapport humain qu'il décide d'avoir. C'est-à-dire qu'on savait qu'avec telle cliente, on n'avait pas le droit de lui parler, pas le droit de la regarder dans les yeux. Ah oui. Surtout pas le droit de la regarder là où elle avait une chirurgie esthétique fraîche. D'accord. Il fallait savoir exactement quel journal il fallait lui donner et pas lui laisser le choix, lui donner son journal que elle aimait. D'accord. Tu faisais les couleurs et tout là parce que dans ce type de salon, il y a des coloristes, des brancheurs, des coupeurs, J'étais coupeur-coiffeur, j'étais pas coloriste. Okay, j'ai été réduit à ce... Ah oui, voilà, ça encore, j'étais réduit à ça. Et ça aussi, ça me rendait malheureux. Parce que moi, j'aime l'idée qu'on puisse accompagner la personne de A à Z. Alors donc ça te rend, c'est encore ça me rend très malheureux. Étape qui te... Extrêmement violent, extrêmement violent. L'image de marque me démolit littéralement. D'accord. J'aime être dans juste l'humain. Et donc il se trouve que je finis par démissionner carrément parce que je suis en état de dépression et donc on ne sait pas assez de l'extérieur ce que le coiffeur vit à l'intérieur quand il est bridé dans sa créativité, dans son ressenti, dans ce qu'il est humainement. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, et c'est compliqué quand on est comme toi. Je suis passé d'une machine à une autre machine. Exactement. Et j'avais juste envie d'être un être humain. Donc tu donnes ta dème. Je quitte. Tu plaques tout. Je plaque tout et je suis au fond de mon lit en me disant que je vaux plus rien. Je suis détruit. Je suis littéralement détruit. Je suis détruit, je pense me reconvertir. Soit reprendre des études, soit changer de métier, parce que j'ai pas peur de trouver un autre métier, ça m'a jamais effrayé, j'en ai eu 15 dans ma vie des métiers. Et à ce moment où je suis au fond de mon lit, d'ailleurs j'ai plus de ressources, alors Dieu merci je gagnais plutôt bien ma vie, ce qui fait que j'avais un peu d'économie qui me permettait d'être au fond de mon lit quelques semaines. Et il se trouve qu'à ce moment-là, mon téléphone sonne. Et mon téléphone sonne, et c'est une personne qui me dit « Bonjour Nicolas, enfin je t'ai trouvé, tu n'es plus dans ce salon, j'ai réussi à trouver tes coordonnées par tel contact de tel voisin, de tel commerçant qui te connaît, qui t'apprécie bien, avec qui tu as déjà bien. Et donc je reçois un coup de fil, et puis 2, et puis 3, et puis 10, et puis 50. Et en fait je réalise que beaucoup des personnes que j'ai rencontrées en tant que coiffeur avaient encore envie de partager avec moi ce temps de coiffure. Ah, c'est des coiffeurs qui te cherchent? Non, des clients. Ah, des clients. Des clients. Ok. Des clients qui se battent, pour le coup, qui font des recherches très poussées pour me retrouver. Et donc toi, et là, ça te redresse dans ton lit? Comment ça se passe? En fait, pour le coup, je leur dis non, je suis incapable, je ne peux pas, je ne suis plus coiffeur. Et là, c'est ces gens-là qui m'ont dit, Nicolas, je te demande pas d'être coiffeur, je te demande d'être toi et de prendre soin de moi. Ok. Où habites-tu? J'arrive. Je vivais à l'époque dans un petit studio de 20 mètres carrés. Ok. Et j'étais même pas en capacité de dire oui ou non. Je dis ok. Ok. Ok, viens, on verra ce que je peux faire. Et de là, malgré moi, et donc 6 mois, il s'est passé quelques mois après ça, j'ai été contraint bien sûr de rentrer dans une forme de légalité. Donc j'ai dû ouvrir mon statut d'auto-entrepreneur. Ok. Et donc je suis devenu coiffeur, indépendant, auto-entrepreneur, à domicile, malgré moi. Énorme. Grâce à ces personnes-là qui ont tout fait pour me retrouver. Et du coup, tu retrouves de la gaieté, de la joie de vivre avec ces clients. Je ressuscite parce que, et c'est là où pour la première fois de ma vie, je vis mon métier tel que moi j'ai envie. Un peu comme au début, quand tu coiffais tes amis, tu as tout compris. Okay. Tu as tout compris. Ça se passe à la maison, dans une maison symbolique, que ce soit chez moi ou chez les gens. Ça se passe dans l'intime, ça se passe dans le cœur, ça se passe dans la simplicité, ça se passe dans l'engagement.
Et ça se passe dans le temps. Tu es à quel tarif à ce moment-là? Alors Excuse-moi à ce moment-là, pour cette question c'est très intéressant très parce que concrète. c'était une des questions que ces personnes-là m'ont posées. Bah oui, parce que si tu Nicolas, passes de 40 combien, à combien tu 500 prends, euros, combien je c'est- te dois, combien je te dois en fin de travail? Je dis mais j'en sais rien, combien tu me dois, je ne sais pas, j'ai plus de cadre pour me donner un Oui, tarif. c'est pour ça. Je dis ben, donne-moi ce que tu estimes légitime, donne-moi ce que tu peux me donner, donne-moi ce que tu as envie de me donner. Ok. Et il se trouve que eh bien, c'était très différent puisque j'avais été suivi par des gens qui m'avaient rencontré dans des structures différentes avec des coûts différents. Donc chacun te donnait... Chacun me donnait des prix relativement différents et donc les prix variaient de 60 € à 200 €, Ok. en gros, pour le même service. Et tu arrives à vivre de ton travail à ce Malgré moment-là? moi, je vis très bien. Ok. Je vis très bien tout de Et suite. alors, comment te vient l'idée? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'installe? Est-ce que ici on est dans ton premier lieu? On est dans mon premier lieu, Ok, qui a fêté ses 10 ans au mois de janvier. D'accord, mais Ouais. du coup, c'est génial. En- Tu passes de dépressif à je plaque tout, Ouais. à contraint et forcé de continuer à coiffer, revivre avec ça. Ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce bel endroit. Ben, ce bel endroit, Comment il naît? il est la conséquence de cette nouvelle vie d'auto-entrepreneur à domicile. Ok. C'est parce que, eh bien, j'avais le cœur, j'avais les valeurs, j'avais le temps, mais par contre, j'avais pas le confort. Ok. Et j'avais pas le cadre. Et j'avais besoin de cadre, de limites de temps, d'horaire. Et j'avais besoin de confort. Le confort, notamment, de rincer, Et oui. de faire un shampoing dans un endroit confortable pour moi et pour la personne que j'accompagnais. Et du coup, il me manquait du confort et du cadre avec des limites parce que j'étais tellement dans cette passion, dans cette envie de partager, de vivre à fond. On le sent. Hein, Voilà, que je donnais aucune limite. C'est-à-dire que moi, en parallèle de mon activité de coiffeur à domicile, j'avais monté ma troupe de théâtre. Donc j'étais auteur, metteur en scène, comédien et coiffeur. Ok. Et qu'en parallèle de ça, je poursuivais à donner des cours particuliers parce que j'adorais aussi ça. Et que du coup, je vivais 5 métiers dans la même journée. Sauf que j'en oubliais de manger et j'en oubliais de dormir. Et je me suis retrouvé à avoir des problèmes de santé très lourds à cause de ça. Ok. Est-ce que tu peux les dire? Est-ce que c'est secret? Est-ce que ça peut toucher d'autres coiffeurs? Parce qu'on est nombreux à pas... En très peu de temps, j'ai perdu 15 kilos. D'accord. Donc j'oubliais de manger. Ah, ouais. Je dormais même plus. D'accord. Donc j'ai eu des gros problèmes et des grosses carences, ce qui fait que je me suis écroulé physiquement. J'ai eu des fractures de fatigue. Ah oui, d'accord. Comme un danseur. C'est assez loin, ouais. Comme un donc danseur. j'ai atterri à l'hôpital plusieurs fois D'accord. à cause de ça. Ok. Et donc très vite, j'ai bien compris que si je voulais continuer à vivre tout court, il fallait que je m'impose un cadre et des limites que je n'étais incapable de me créer moi-même. Ok. Et du coup, un cadre et des limites, ça veut dire un cadre professionnel, c'est-à-dire un espace dédié à mon métier, c'est-à-dire des horaires avec une ouverture, une fermeture, et le confort qui me manquait beaucoup. Okay. Et le confort, c'est un confort d'accueil, c'est un confort pour un temps de shampoing, pour un temps de soins. Parce que tu m'as expliqué qu'il n'y avait pas de temps, de durée dans un rendez-vous avec toi ici. Pas vraiment, c'est-à-dire tu mets pas un chronomètre si, en bien sûr route. Que si, bien sûr qu'il y a un temps. Excuse-moi. Je suis soumis à un modèle économique quand même. Ah oui, d'accord. Si, alors je sais plus pourquoi j'ai... Je suis quand même soumis à un modèle économique. Okay. Enfin, j'ai créé mon modèle économique. En tout cas, voilà, tu prends du temps avec tes clients, oui. Ici, maintenant. Oui. Mais du coup, pour toi, c'est un temps que tu c'est un temps que j'ai cadré. C'est ouais. un temps que j'ai cadré et que j'ai inscrit dans un modèle économique. D'accord. Et comment tu fais ça? Tu l'écris tout seul? Tu te dis, ok, moi je suis dans un état de santé comme ça. Pour continuer, il va falloir que... Ou c'est quelqu'un qui t'aide à prendre une direction qui soit plus appropriée avec toi? C'est toi avec toi? Non, tout ça, en fait, je réalise en fait avec ces problèmes de santé que à la fois je veux pas changer de vie, d'accord, mais que je veux vivre et je veux pas, j'ai pas envie de me foutre en l'air. Et du coup, je réalise que j'ai besoin d'un lieu et j'ai pas besoin d'un salon de coiffure parce que j'en suis traumatisé. J'ai besoin d'un lieu hybride, un lieu qui soit mon histoire, un lieu où je puisse faire mon théâtre, enseigner et pratiquer mon métier de coiffeur tel que moi je le ressens comme étant magique et merveilleux. Et parce que ici, ça s'appelle l'atelier des rendez-vous. Exactement. Et du coup, pourquoi ce nom? Pourquoi ce lieu? Tu vois, j'ai tellement de questions. Ouais, l'atelier des rendez-vous. L'atelier, c'est un lieu de travail et d'engagement dans le collectif.
Et les rendez-vous, un rendez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu, c'est un rendez-vous, c'est un temps entre minimum 2 personnes qui s'engagent pour y partager et vivre quelque chose. C'est ça que tu m'avais exactement. expliqué. Et du coup, ce lieu, il est à l'image de ce nom, c'est-à-dire que on peut y faire autre chose que de la coiffure. Ok. Et d'ailleurs, ici est passé beaucoup d'autres choses que de la coiffure, et encore aujourd'hui. Donc du théâtre, qu'est-ce que tu dirais? Oui, à l'époque, quand j'ai créé ce lieu, eh bien, je voulais tout, je voulais pas de limite. Et donc, quand j'ai pensé ce lieu, quand je l'ai commencé à le dessiner pour l'appeler dans mes projections et dans mes rêves et mes projets, eh ben, j'ai voulu un espace privatif, donc seul pour la coiffure. J'ai voulu un espace de soins, puisque entre-temps, j'ai embarqué ma tante à Paris. Énorme. À qui j'ai voulu offrir son espace de soins. Ok. On essaiera de montrer en image, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs petites pièces. Donc j'ai voulu créer son espace de soins à elle. J'ai voulu créer cet espace-là aussi où quand les gens venaient chez moi ou que j'allais chez eux, eh bien on se faisait une petite salade, une petite bouffe, on s'offrait un petit gâteau. Et du coup moi j'ai... C'est la cuisine. Exactement, donc il y a une petite cuisine où on offre des petites choses à grignoter à nos clients ici. Et puis je voulais mon espace de répète et de représentation, et du coup je voulais un lieu. Donc quand j'ai pensé ce lieu tout à l'origine il y a 10 ans, en bas c'était ma salle de répétition. D'accord. Au rez-de-chaussée c'était mon salon de thé. Ok. Et j'avais mon espace de coiffure et l'espace de soins. Et alors comment tu cherches un lieu comme ça? Parce que c'est forcément un lieu qui est un peu grand. C'est un lieu... Avec toutes ces idées-là au départ. Comment tu démarches? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu sais ce que tu cherches? En fait, je sais ce que je cherche parce que je sais que ce que je cherche n'existe pas, donc il faut le créer. D'accord. Et comme j'avais un budget extrêmement limité, je m'y étais préparé, je savais qu'il fallait que dès le départ, je fasse un maximum d'économies dans mes recherches. Donc il fallait surtout que je n'ai pas un fonds de commerce à racheter. D'accord. Ce qui ne servait à rien. Création. Une création pure, une location, parce que je n'avais pas les moyens d'acheter, d'autant qu'on est à Paris. Donc il fallait que je puisse louer un espace sans fonds de commerce à reprendre, donc ce soit un bail à céder ou un espace à louer brut. Donc je cherchais un lieu nu, brut, sans fonds de commerce et à louer. Et donc avec beaucoup de travaux, puisque avec des travaux, tu as exactement. un concept qui n'existe pas. Exactement. Donc il fallait créer ce lieu, donc je savais que je n'aurais pas les moyens de tout casser pour tout refaire. Il fallait idéalement que je cherche un lieu brut et nu. Et donc j'ai commencé mes recherches comme ça. J'avais compris qu'il me fallait au moins 60 mètres carrés dans Paris, et que ce soit un lieu qui soit sensiblement équidistant de tous mes lieux de travail en tant que salarié, en tant qu'indépendant. Donc j'ai cherché sur une carte de Paris, j'ai fait le point sur tous les lieux où j'avais pu travailler, rencontrer des gens merveilleux, des gens qui me suivaient. Et un lieu qui soit à la fois assez central, plutôt bien desservi par les transports. Donc j'ai quand même bien pensé les choses. Et un espace dans Paris qui soit un espace qui prône l'artisanat, le savoir-faire, le lien humain, et qui soit un esprit de quartier de province. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse de ton salon là Oui, je suis dans le 11e arrondissement, donc à Paris. Et l'atelier de rendez-vous est au 5 bis rue Godefroy-Cavaignac. Et donc c'est le quartier de Paris et du 11e qui est le quartier le plus développé en artisanat de Paris. D'accord. Ce qui fait que je suis entouré de céramistes, de verriers, oui, d'ailleurs, tu m'as expliqué tout à l'heure que tu as fait faire beaucoup de choses sur mesure pour ton endroit. Par ses partenaires locaux. Ok. Et donc tu trouves cet endroit, tu t'installes en combien de temps? Je trouve cet endroit, eh bien, il faut chiffrer ce projet. Oui. Donc là, je rencontre un artisan d'exception. Non pas un architecte, parce que les architectes voulaient m'imposer une vision du commerce et voir du salon de coiffure. Ça, on a compris que c'est non. Donc je cherche un artisan. Je cherche un artisan qui a le savoir-faire de construction d'un lieu et qui a les capacités de faire du sur-mesure et qui peut m'accompagner à raconter mon histoire en création d'un lieu. Et du coup, je lui ai présenté mes dessins, je lui ai présenté mon histoire, on a pris le temps de se rencontrer et on a créé ce projet à deux. On a travaillé ensemble pendant des mois où on a créer ce lieu jusqu'à ce qu'on chiffre ce lieu et les travaux nécessaires. Tu as créé le lieu avant de le trouver. J'ai créé le lieu, je l'ai dessiné, bien sûr, il existait. Avec lui. Exactement. Tu travailles avec lui. Pendant que je cherchais les lieux. Pendant que je cherchais les lieux. D'accord. Jusqu'à ce que j'aille voir une banque et que je présente mon projet. Tu as chiffré avec lui. Exactement. Ça fait ce dont j'avais besoin pour créer un lieu de 60 mètres carrés dans Paris, brut, voilà, tout ça. J'avais déjà tout préparé. Et alors, est-ce que tu trouves facilement comment dire, le financement pour ce projet, ou est-ce que tu te fais refouler? Comment est-ce que tu fais avec un business plan? Je pars du principe que je vais me faire refouler parce que je sais que je suis ovni, je sais que je suis pas connu, je sais que mon lieu n'existe pas, donc je sais que dans ma tête, ça n'est pas possible. Mais j'ai horreur d'avoir des regrets, alors je pars du principe que tout est possible.
Est-ce que tu mens au banquier? Non, est-ce je que mens tu pas. dis que tu vas ouvrir un lieu un peu ovni? On ne peut pas mentir, hein. On peut pas mentir puisque lui, il demande des garanties. Donc les garanties, c'est un projet, un business plan, une étude de marché. Donc je dois faire ce travail-là. J'ai pas été bien claire. Est-ce que tu dis au banquier que tu rencontres que tu vas ouvrir un lieu un peu ovni, hybride, qui ne ressemble à aucun autre salon de coiffure, ou tu parles simplement d'un salon de coiffure? Non, mais je suis très honnête avec lui. Je crée mon business plan, je crée tout mon dossier, donc je me renseigne sur ce qu'attend une banque de moi pour être financé. Donc je constate qu'il faut que j'évoque toutes mes activités, que j'anticipe potentiellement le taux de rentabilité, que j'anticipe, enfin bref, toute la vie, la dynamique et le succès. Ça, c'est pas simple, hein, on est d'accord. C'est pas simple. Et ce qui est fou, c'est que je n'ai jamais pensé mon projet avec une stratégie, avec un business model. J'ai jamais pensé ça. J'avais jamais pensé le terme modèle économique, rentabilité, viabilité, tout ça. J'ai commencé à comprendre ça en me confrontant à la banque. Mais il se trouve que, comme je n'avais pas pensé à ça et que j'estimais que c'était pas mon travail, c'était pas à moi de le faire, c'était la banque de chiffrer tout ça. Bon. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que si la banque m'a dit oui pour me prêter cet argent, et à mon échelle, c'était très conséquent, si ma banque m'a dit oui, c'est pas parce que j'avais extrêmement bien chiffré la rentabilité à terme du projet. C'est parce que je me suis dit, ma force, c'est pas l'argent, c'est pas l'apport, c'est pas d'être connu, c'est pas d'avoir un lieu de passage à succès, c'est pas les marques avec lesquelles je vais travailler qui sont connues. Ma force, c'est l'humain. C'est l'humain qui me suit depuis toutes ces années, dans toutes mes aventures. Eh bien, j'ai demandé, parce que toute cette histoire, ce rêve de lieu, j'en ai parlé à toutes les personnes que j'accompagnais en tant que coiffeur. Ah oui, et toutes ces personnes-là, je leur ai parlé de mon rêve. Et je me suis nourri de leur ressenti, de ce projet, de ce rêve. Et je leur ai demandé un jour, voilà, eh bien je te demande de m'écrire avec ton nom, ton prénom, ton adresse, tes coordonnées, qui tu es. Je te demande de m'écrire ce que tu penses fondamentalement de ce projet et en quoi tu y crois, en quoi tu en as envie d'en être le client, d'en être le voisin, l'artisan, le partenaire, bref. Et je suis arrivé avec la banque avec plus de 500 courriers manuscrits de personnes qui se sont engagées avec leur nom, leur adresse. D'accord, voilà. À venir dans ton lieu. Et c'est comme ça que la banque, elle a réussi à chiffrer le potentiel de mon projet. Eh bien, c'est du jamais vu. Je crois que c'est du jamais vu. Et c'est une chance dingue. Donc j'ai cru à rien d'autre que l'humain et mes valeurs. Ok. Et c'est grâce à ça que c'est comme ça que le lieu a pu existe. Vivre. Ouais, et donc toi, là ici, tu peux vivre enfin de ta passion avec les tripes, les envies, ton concept. Et mon rêve et mes conditions. Et voilà. Et du coup, est-ce que tu peux me dire un petit peu ta vision pour que les gens se rendent un petit peu compte ce que tu fais de si différent ici? Alors, si différent, je pense que la fondation même de ce projet, c'est la notion de bonheur. Okay. La notion de bonheur de vivre. J'estime que tous les matins quand je me lève, j'ai envie d'être heureux, de me lever. J'ai pas envie de travailler, j'ai envie de vivre en gagnant ma vie. Et du coup, tout ce lieu, tout ce qui s'y passe, que ce soit le cadre, les conditions, les produits, les outils, le matériel, l'éclairage, même la peinture, tout ce que tu vois là, ça n'est qu'une conséquence logique du bonheur de vivre que j'ai voulu mettre en place. Okay. Je te donne un exemple. Eh bien, mon bonheur de vivre, c'est d'être en bonne santé. Eh bien, si j'ai envie d'être en bonne santé, la conséquence logique, c'est de ne pas utiliser de chimie, ni pour moi, ni pour les personnes que j'accompagne. Et tu travailles en coloration végétale? Exclusivement, par exemple. Mon bonheur de vivre, c'est d'avoir les moyens de rencontrer les gens dans le cœur, être dans l'émotionnel. Et tout ça nécessite de l'intimité, du confort, de la notion de sécurité. Et la conséquence logique, c'est que ça se passe exclusivement dans un espace privatif et individuel. Ok, on est presque dans un appartement en fait ici. On pourrait être dans un appartement. Je n'ai pas du tout besoin d'être sur rue. Complètement. Oui, en fait, c'est ça que je suis en train de me dire. Complètement. Voilà. Qu'est-ce que tu penses que les gens disent de toi quand tu n'es pas là? Si on devait... C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu penses que quand les gens ont envie de parler de toi, par exemple... à un ami, tu devrais aller chez mon coiffeur. Qu'est-ce que tu penses qu'ils disent de toi? Quel terme est-ce que tu penses? Parce que j'ai déjà entendu des retours de ces gens qui parlaient de moi. Ce qui revient bien souvent et ce qui me touche beaucoup, c'est qu'on peut dire de moi, il va prendre
du temps pour toi, Mhm. il va t'écouter vraiment, il va t'accompagner vraiment. Et sens-toi libre de venir comme tu es, de lui dire tout ce que tu ressens. Il saura entendre, écouter, et quoi qu'il arrive, tu passeras un bon moment. Ok, ça c'est joli. Exactement, j'ai cette chance-là d'avoir ces retours. Tu coiffes les hommes et les femmes? Je coiffe des êtres humains. Les êtres humains. Je ne coiffe pas des hommes ou des femmes, je coiffe des êtres humains. Alors, par contre, pour être très honnête, 85% des personnes, donc des êtres humains qui viennent dans ce lieu sont des femmes. D'accord. Et je le comprends. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix d'avoir des tarifs non genrés. Je passe autant de temps... J'allais te demander par rapport au business économique dont nous Exactement. avons parlé tout à l'heure. Je passe autant de temps à Lequel rencontrer était le tien? une femme ou un homme, j'y mets Ok. le même temps, le même cœur, le même travail. Et j'estime ne pas avoir moins de travail à faire sur un homme que sur une femme, Ok. puisque je parle d'humain, donc d'émotion. Un homme est aussi doué d'émotion qu'une femme. Ouais. Simplement, l'homme va être conditionné de par notre société à moins exprimer son émotion. Mais mon job ici, c'est d'aller le chercher. C'est d'aller le chercher. Ok. C'est d'aller le chercher. Alors, Exactement. est-ce que comment tu as réussi à mettre en place un tarif pour toi sans passer par donc le salon de départ et comment tu as créé tes tarifs? Comment est-ce que tu te Alors, positionnes? Il y a 10 ans, les tarifs que j'ai créés étaient une moyenne de ce que les gens me donnaient à l'époque où j'étais à domicile. Ah, d'accord, très bien. Voilà, et une moyenne. Et comme je ne savais pas me valoriser, je n'avais pas confiance en moi, et parce que j'avais du mal avec cette notion d'argent et de gagner sa vie, eh bien, j'ai littéralement sous-évalué mes tarifs à l'époque. Je facturais, alors... tu veux savoir des prix? Ah bah, je veux savoir Non. aussi comment tu t'es repositionné après. Si tu avais des tarifs un peu trop bas au départ, J'avais des tarifs bien trop comment bas. est-ce que tu t'es repositionné après? Ça J'avais des m'intéresse. tarifs bien trop bas pour te dire... Moi, j'imagine que tu à avais des l'époque, tarifs trop bas. je survivais. À l'époque, Ok. j'étais complet du matin au soir, Oui. assez vite. Mais je survivais, je me versais un SMIC. Quand je dis un SMIC, c'était 1 200 € par mois. Ce qui me laissait à peine de quoi payer mon loyer et manger. D'accord, Et pas forcément ce que j'avais envie de manger tous les jours. d'accord. Et je Alors, travaillais comment 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, 15 heures par jour. Ok, Voilà, ça c'était mes débuts à l'atelier des rendez-vous. Et puis avec le temps, eh bien, j'ai réalisé que j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de prendre soin de ma santé. Et donc, parce que j'étais complet, le problème n'était pas ni ma qualité de travail, il était mes tarifs. Parce que j'étais complet tout le temps. Donc, je n'ai pas eu d'autre choix que d'augmenter mes tarifs. Donc progressivement, et c'est même pas moi qui arrivais à augmenter, c'était mon comptable et mon banquier, parce que ces gens-là aussi sont des rencontres de cœur et des merveilleux accompagnateurs d'entrepreneurs. ok. Et c'est grâce à ces deux personnes-là que j'ai pu avoir le courage, parce qu'il me fallait du courage pour augmenter mes tarifs. C'est bien au de fur le et à mesure dire, parce de que le coiffeur l'évolution. humain Exactement. fait presque de l'humanitaire, et c'est presque dans notre ADN. Oui. Quand nous De sommes, ne pas être valorisé, de ne pas se valoriser. Exactement. Complètement. Ok, donc J'étais c'est complètement soumis à finalement ça. le banquier. C'est Et grâce ton au banquier et comptable mon comptable qui me disait de toute façon, Nicolas, si tu continues comme ça, tu fermes. D'accord, Tu n'as même pas les moyens de t'arrêter. ok, Alors oui, sur le papier, c'est merveilleux, tu es complet, tu as du monde tous les jours et tout le monde est très content. ouais. Sauf que là, Nicolas, si demain tu es malade, ton entreprise ferme, Et donc tu peux plus aider personne. donc tu ne peux plus aider personne. Ok. Et Donc, tu es à la rue. Tu le fais progressivement. Progressivement, j'augmente mes tarifs. Et surtout que il s'est passé un phénomène incroyable concernant mes tarifs. C'est qu'avec le temps et ce lieu, et le fait que les gens qui viennent ici se sont appropriés ce lieu, et comme je ne cache jamais rien, je ne suis pas en posture de professionnel ou de chef d'entreprise ou de coiffeur, eh bien j'ai créé un lien profondément humain, même avec mes clients. Et quand je dis profondément humain et sans filtre, c'est-à-dire que j'ai toujours évoqué mes réussites, mes doutes, mes problématiques, même financières. Je parlais à mes clients comme si je parlais à mes amis, comme si je parlais à mon banquier de mes problématiques. Ok, Parce que j'avais besoin de retour direct. Tiens, qu'est-ce que tu vis comme expérience?
Si tu pouvais payer plus, combien tu paierais? Ok, combien... Et donc j'ai toujours sollicité même mes clients pour repenser à mes tarifs. Ok. Et c'est mes clients les premiers qui me disaient Nicolas, augmente tes tarifs, tu mérites mieux. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner le tarif d'une coupe couleur classique? Alors, il n'y a rien de classique chez moi. Alors, classique, je m'entends dans... pas une transformation cheveux longs, enfin, ou en termes de temps, voilà comme tu veux. Le prix de... On va dire un service, le service qui est le plus classique à l'atelier des rendez-vous, ce sera le service coupe et coloration végétale. Ok. On va dire que ça peut être un service plutôt classique qu'on peut retrouver même si on ne fait pas du végétal. Et bien ce service-là me prend 2 heures d'engagement. 2 heures d'engagement où je prends soin de cette personne, où je suis avec elle pendant tout le temps du rendez-vous. Je ne prends personne d'autre. C'est très important de savoir. C'est important, oui. C'est un temps où je suis engagé à 100% du temps avec cette personne. Et c'est un temps que je facture 175 €. D'accord. Et dans cette facturation, puisque je facture du temps d'engagement, j'estime que tout doit être compris, parce que mon job, ça n'est pas de vendre des services additionnels. Mon job, c'est de prendre soin de la personne et mon job, c'est de savoir ce qu'il est nécessaire de faire pendant ce service. S'il est nécessaire de faire un soin, s'il est nécessaire d'allonger une coloration, s'il est nécessaire de rajouter un soin. Ça, c'est toi, c'est compris dans... J'estime que c'est mon job de le faire et du coup, il y a 0 supplément. C'est-à-dire, quand tu prends rendez-vous pour ce service, tu payes ce service à la fin du rendez-vous. Toujours. Ok. Alors, moi, j'ai envie de te demander si tu avais la possibilité aujourd'hui de parler au Nicolas que tu es quand il avait 8 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire aujourd'hui pour qu'il arrive plus vite dans cet espace-là? Waouh. Alors, je ne vais pas raconter ma vie, mais cet âge de 8 ans me touche beaucoup, il ramène à beaucoup de choses. Ce que je lui dirais, tiens bon. Tiens bon parce qu'un jour, cette maison que tu n'as pas, cet amour que tu ne reçois pas, cette sécurité que tu n'as pas, un jour tu vas l'avoir. Alors personne ne te l'offre aujourd'hui, mais tu vas être en capacité de te l'offrir toi-même un jour. Et pas grâce aux personnes que tu aimerais, qui sont tes parents ou ta famille, mais grâce à des gens que tu vas rencontrer, qu'on appelle des amis, mais que moi j'appelle aussi ma famille, qui vont te faire confiance, qui vont t'accompagner, qui vont t'écouter, qui vont t'aimer pour ce que tu es. Et c'est grâce à ces gens-là que tu vas l'avoir, ta maison. C'est grâce à ces gens-là que tu vas avoir envie de vivre, et que tu vas avoir envie d'être heureux, et que tu vas estimer un jour mériter d'être heureux. Et même que tu vas un jour avoir envie de transmettre cette notion de mériter d'être heureux. Pas parce que tu vaux mieux que les autres, mais parce que tu es juste un être humain, que tu n'as pas choisi de naître, et que parce que tu es juste un être humain, tu mérites d'être heureux. Et que le bonheur, tu vas te le créer, tu vas le partager, et tu vas même avoir l'opportunité de le transmettre, ce bonheur de vivre. Voilà ce que je veux dire. Eh bien, tout un programme, merci. Merci, c'est... Merci à toi. Alors, je vais te demander, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, pour demain, pour les jours à venir, les mois, les années? Alors aujourd'hui, ce que tu peux me souhaiter, c'est de savoir très vite si je peux être utile à d'autres coiffeurs. Aujourd'hui, je fais un bilan de mon activité, de mon quotidien, de mon métier, tel que je le pratique, de mes conditions de vie, de travail. Et aujourd'hui, je m'estime extrêmement chanceux, extrêmement privilégié de très bien gagner ma vie. Et quand je dis très bien gagner ma vie, c'est pas une question d'argent, c'est une question que je réussis à chiffrer mon bonheur de vivre. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'estime très bien vivre, j'estime avoir des conditions de travail exceptionnelles, dans un cadre de travail exceptionnel, avec une clientèle qui n'est pas une clientèle, qui sont des rencontres exceptionnelles, avec un degré de liberté exceptionnel, et un sentiment de confort et de sécurité exceptionnel. Désolé pour cette répétition, mais vraiment c'est ce que je ressens profondément. Et parce qu'aujourd'hui je suis dans cet état de reconnaissance
de la chance que j'ai. Même si je me la suis offerte et construite, je me sens très très chanceux et reconnaissant. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ça. Et je vois que notre monde de coiffeurs, c'est un monde qui souffre énormément, c'est un monde qui est précaire, qui jouit des conditions de vie, de travail, de rémunération et des considérations socio-professionnelles extrêmement précaires et dures. Et aujourd'hui, ma petite voix intérieure me dit que je peux peut-être être utile à certains, peut-être les accompagner à redéfinir leur bonheur de vivre au cœur de leur métier, pour peut-être le ressentir différemment, le penser différemment et le présenter différemment au sein de leur salon, de leur clientèle, de leurs collaborateurs et leur entourage. Et voilà aujourd'hui ce que tu peux me souhaiter, c'est pouvoir être utile, de transmettre profondément, de transmettre ce que je peux faire de mieux. Ok. Et du coup, je vais te poser une petite question qui me tient à cœur. C'est avec tout ce que tu as dit dans le ressenti. Est-ce que toi, Nicolas, tu travailles à l'intuition? Profondément. Profondément. Alors, avant d'être connecté à mon intuition, quand je rencontre quelqu'un, mon devoir est de me connecter à l'émotion de l'autre. Et donc, à partir du moment où j'ai pu me permettre, à partir du moment où j'ai eu le temps de créer cette connexion entre deux émotionnels, qui est le client et le coiffeur, à partir du moment où cette connexion est là, je peux enfin aller chercher mon intuition. Puisque j'ai créé une relation de confiance humaine. Donc effectivement, oui, je pourrais te dire ça, je travaille à l'intuition. Ok. Mais écoute, moi je vais te remercier pour ce moment de partage, j'ai envie de dire presque aux larmes. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc merci, je sais que t'es pas facile à venir rencontrer, que je suis venue te chercher. On peut même dire que j'ai insisté, hein, parce que c'est pas toi qui étais demandeur de cette interview. Donc je te remercie vraiment infiniment pour le temps que tu m'as accordé. J'espère que tu vas inspirer plein de coiffeurs avec tout ce cœur et cette envie de faire du bien aux gens. Moi je sais qu'il y a énormément de coiffeurs qui ont envie d'entendre tout ce que tu as dit. Et je suis très contente et donc j'espère qu'on va te revoir en formation pour transmettre cette bienveillance et cette façon de travailler et que ça fasse vraiment plein de petites graines et de nouveaux lieux. Voilà, je te remercie, merci d'avoir participé à l'émission Les Cheveux dans les yeux. Et je te dis à très bientôt, Nicolas. Merci beaucoup à toi, je suis très touché et très reconnaissant de cette rencontre, de ce temps d'échange. Et si notre rencontre, elle peut être utile, elle peut être une source d'inspiration, je serai le plus heureux du monde. Merci à toi, merci beaucoup. Merci. Bye.